En rejoignant notre chaîne, vous aurez accès à une analyse claire des réponses pour mieux comprendre les questions et améliorer votre score de façon garantie. Dans ce texte, il est expliqué que l'irrigation de précision permet d'apporter l'eau directement aux racines des plantes grâce à des systèmes localisés. Cela réduit les pertes d'eau dues à l'évaporation et au drainage profond, ce qui améliore l'efficacité globale. Vous pourrez aussi télécharger le PDF complet des questions pour vous entraîner efficacement et augmenter votre résultat. Une liste de mots difficiles, extraite des questions, vous aidera à enrichir votre vocabulaire et réussir l'examen. Avec tous ces outils, vous pouvez progresser rapidement et améliorer votre score au test de français de manière sûre. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu vas enfin lire ce livre ce week-end? Oui, j'aimerais bien. Je pensais d'abord le lire tranquillement sur le balcon. Ce serait agréable, surtout s'il fait beau. Sinon, tu peux aller à la bibliothèque, c'est plus calme. C'est vrai, mais je préfère changer un peu d'ambiance. Je vais plutôt m'installer dans un café, prendre un café et lire quelques chapitres. Ah oui, bonne idée. Tu pourras même rester jusqu'à la fermeture. Tu as vu les images sur l'espace dans le journal? Oui. On voit la Terre, c'est assez impressionnant. Et cette image avec la Lune, c'est une photo prise récemment? Non, c'est une ancienne photo de la Lune. Je vois aussi une image avec plusieurs étoiles et des planètes. C'est la galaxie? Oui, exactement, c'est une représentation de notre galaxie. Et l'image où le Soleil est complètement caché, c'est quoi? C'est une éclipse solaire. C'est justement l'image dont ils parlent dans l'article. Ils expliquent quand aura lieu la prochaine éclipse solaire. Ton frère a l'air en colère sur cette photo. Il s'est disputé avec quelqu'un? Non, pas du tout. Il n'était pas en colère. Alors, il devait être heureux? Il venait peut-être de recevoir une bonne nouvelle. Non, il n'était pas particulièrement heureux non plus. Peut-être qu'il avait simplement sommeil? Il venait de se réveiller? Non, ce n'est pas ça. Il avait vraiment peur parce qu'il venait d'entendre un bruit très étrange derrière lui. Ah d'accord, maintenant je comprends. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle 318? Oui, c'est au 3e étage, au bout du couloir. Ah, d'accord. Et la salle 307, elle est aussi à cet étage? Oui, mais elle est de l'autre côté du couloir. Moi, je cherche la salle 342. Je dois y retrouver mon professeur. Alors, ce n'est pas à 318 ni la 307. La salle 342 est juste à côté de l'escalier, porte numéro 342. C'est bien celle que vous cherchez. Parfait, merci beaucoup.
Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, nous souhaitons vous informer d'une modification temporaire des conditions de circulation concernant les trains au départ de cette gare. En raison de contraintes opérationnelles actuellement rencontrées sur le réseau, l'ensemble des trains réguliers accusera, jusqu'à nouvel ordre, un retard estimé à 30 minutes par rapport à l'horaire initialement prévu. Toutefois, les voyageurs qui souhaitent limiter cette attente ont la possibilité, s'ils le désirent, de souscrire à un billet de catégorie express. Ce supplément leur permettra de bénéficier d'un départ avec un retard réduit à 15 minutes. Nous précisons néanmoins que cette option demeure entièrement facultative et qu'aucun voyageur ne sera contraint de modifier son billet. Les personnes ayant déjà effectué leur réservation peuvent donc conserver leur titre de transport actuel et patienter jusqu'au départ annoncé. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison des conditions météorologiques particulièrement instables que nous traversons actuellement, des turbulences sont susceptibles de se produire au cours des prochaines minutes. Ces mouvements, bien qu'ils puissent être ressentis de manière assez sensible à bord, ne présentent pas, à ce stade, de caractère exceptionnel. Nous vous demandons donc de conserver votre calme et de rester attaché pendant toute la durée de cette phase. Par mesure de précaution, et uniquement si l'évolution de la situation l'exigeait, l'équipage pourrait décider d'interrompre momentanément notre trajet et de procéder à un atterrissage dans un aéroport situé à proximité. Dans une telle éventualité, cette escale serait provisoire et le vol reprendrait ultérieurement, dès que les conditions permettraient de poursuivre le voyage dans des conditions satisfaisantes. Chers clients, nous vous rappelons que notre opération promotionnelle consacrée à l'ensemble du rayon alimentaire se poursuit actuellement dans nos différents points de vente. Jusqu'à vendredi inclus, une réduction s'appliquera à une large sélection de produits alimentaires, conformément aux conditions annoncées au début de la campagne. À compter de samedi, toutefois, le dispositif commercial fera l'objet d'un réajustement. Si certaines références continueront à bénéficier de tarifs préférentiels, l'ensemble des produits actuellement concernés ne sera plus couvert par la promotion. Les articles maintenus dans l'opération seront sélectionnés selon leur catégorie et leur disponibilité en magasin. Nous vous invitons donc à consulter les conditions particulières affichées dans chaque rayon avant de procéder à vos achats, notamment si vous souhaitez profiter des modalités promotionnelles actuellement en vigueur. Mesdames et messieurs, veuillez prendre quelques instants pour écouter attentivement cette dernière consigne. L'épreuve arrive désormais à son terme et le temps restant ne vous permettra plus d'entreprendre de nouvelles parties du questionnaire dans de bonnes conditions. Nous vous recommandons donc de consacrer les dernières minutes à une relecture méthodique de vos réponses afin de vérifier qu'aucune question n'a été laissée involontairement sans réponse et que vos choix sont clairement reportés sur la feuille prévue à cet effet. Nous attirons également votre attention sur une formalité qui, malgré son caractère élémentaire, peut avoir des conséquences importantes. Avant de remettre votre copie, assurez-vous impérativement que votre nom figure bien dans l'espace réservé à cet usage. À l'issue du temps réglementaire, aucune prolongation individuelle ne pourra être accordée.
Mesdames et messieurs, nous sommes au regret de vous informer que l'artiste initialement programmé pour la représentation de ce soir ne sera finalement pas en mesure de monter sur scène en raison d'un état grippal nécessitant son repos. Après concertation avec l'équipe médicale et la production, il a été décidé de ne pas maintenir le spectacle dans sa configuration prévue. Les détenteurs de billets disposent néanmoins de 2 possibilités. S'ils le souhaitent, ils peuvent conserver leur billet actuel, qui restera valable pour la représentation exceptionnelle organisée la semaine prochaine dans cette même salle. Ceux qui ne pourraient pas assister à cette nouvelle date n'auront aucune démarche particulière à effectuer, le montant correspondant à leur achat sera automatiquement recrédité sur leur compte bancaire selon les modalités habituelles. Nous vous invitons donc à ne pas procéder vous-même à une demande d'annulation avant d'avoir choisi entre ces 2 possibilités. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Allô, salut, c'est moi. Je voulais savoir si tu étais libre demain soir. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir tranquillement. Je pensais t'inviter à dîner chez moi, vers 19h30. Je n'ai encore rien prévu pour le repas, justement parce que je voulais te laisser choisir. Tu peux me dire ce qui te ferait plaisir, si tu préfères quelque chose de léger, un plat plus consistant ou même quelque chose que tu apprécies particulièrement, je m'adapterai. Je passerai faire les courses demain après-midi en fonction de ton choix. Donc, rappelle-moi simplement pour me dire ce que tu aimerais manger et confirme-moi que tu peux venir. Ça me ferait vraiment plaisir de passer la soirée avec toi. Bonjour madame, ici votre conseillère du service des financements. Je vous contacte concernant le dossier de prêt que vous avez récemment transmis à notre établissement. Après examen des différentes pièces justificatives et à l'issue de l'évaluation préliminaire de votre situation financière, nous sommes en mesure de vous informer que votre demande a reçu un avis favorable à titre provisoire. Il ne s'agit toutefois pas encore d'une validation définitive ni d'un déblocage immédiat des fonds. Certaines étapes administratives et réglementaires doivent encore être complétées avant que le montant puisse être effectivement versé sur votre compte. Nous allons notamment procéder aux dernières vérifications requises et vous faire parvenir les documents nécessaires à la poursuite de la procédure. Nous vous invitons donc à consulter attentivement les instructions qui vous seront transmises afin d'éviter tout retard dans le traitement final de votre dossier. Bonjour madame, ici le service de coordination des consultations de l'hôpital. Nous vous appelons à la suite de l'analyse des résultats qui figurent dans votre dossier médical. Le médecin qui a effectué votre première évaluation recommande que vous rencontriez 2 spécialistes afin d'obtenir une prise en charge plus complète. Une première consultation devra être organisée avec un professionnel spécialisé dans les questions de nutrition, notamment afin d'évaluer vos habitudes alimentaires et de déterminer si certaines modifications sont nécessaires. Une seconde consultation devra être programmée auprès d'un spécialiste chargé du suivi de la tension artérielle. Nous attirons votre attention sur le fait que ces 2 consultations ne peuvent pas être regroupées dans un seul rendez-vous et qu'elles doivent donc faire l'objet de réservations distinctes. Notre secrétariat peut vous proposer plusieurs créneaux pour chacune d'entre elles.
Bonjour, ici le secrétariat de la faculté. Nous vous contactons afin de vous communiquer une modification importante concernant le calendrier des examens de fin de semestre. En raison de contraintes organisationnelles liées à la disponibilité des locaux et à la réorganisation de plusieurs sessions d'évaluation, l'ensemble des épreuves initialement prévues sera décalé d'une semaine à rapport au calendrier qui vous avait été communiqué en début de semestre. Toutefois, cette modification ne s'appliquera pas de manière uniforme à toutes les épreuves. Le dernier examen de la session fera l'objet d'un report supplémentaire d'une semaine, ce qui signifie qu'il aura finalement lieu 2 semaines après sa date initialement prévue. Nous vous invitons donc à ne pas vous fier à l'ancien calendrier et à consulter la nouvelle version qui sera mise à votre disposition sur la plateforme universitaire. Allô, c'est moi. Je t'appelle pour te donner des nouvelles de ta mère afin que tu ne t'inquiètes pas inutilement. Elle a dû être hospitalisée hier à la suite d'un problème qui nécessitait simplement une surveillance médicale rapprochée. Pour l'instant, son état est stable et les médecins ne semblent pas particulièrement préoccupés. Elle devrait rester sous observation pendant environ 2 jours. Si son évolution reste favorable, elle sera ensuite transférée dans une chambre du service général, où elle poursuivra tranquillement sa récupération. Les médecins prévoient, sauf complications imprévues, de la laisser rentrer à la maison environ 3 jours après son passage dans ce service. Pour le moment, il n'y a donc aucune raison de paniquer. Je voulais surtout que tu sois au courant de la situation et que tu saches qu'elle est bien prise en charge. Vous allez entendre un micro-trottoir. Indiquez quelle est l'opinion de chaque personne sur le sujet. Êtes-vous favorable au fait d'utiliser 2 écrans simultanément pendant le travail? A. Il et elle est en désaccord. B. Il et elle est nuancé. C. Il et elle n'est pas en désaccord. Personne A. Je ne suis pas certain qu'on puisse considérer l'utilisation de 2 écrans comme une amélioration systématique des conditions de travail. Dans certaines professions, je reconnais volontiers que le fait de pouvoir consulter plusieurs sources sans avoir à basculer constamment d'une fenêtre à l'autre représente un gain de temps non négligeable. Cela étant, cette configuration peut également multiplier les sollicitations visuelles et favoriser une forme de dispersion de l'attention. À titre personnel, je préfère donc conserver un environnement de travail relativement épuré, quitte à perdre quelques secondes en passant d'une application à l'autre. Personne B. Je comprends les réserves que cette pratique peut susciter, notamment lorsqu'elle conduit à maintenir plusieurs contenus ouverts simultanément sans réelle nécessité. Néanmoins, réduire le recours à un 2e écran à une simple source de distraction me paraît quelque peu réducteur. Lorsqu'il est utilisé à bon escient, il permet de mettre en parallèle des données, de suivre une visioconférence tout en prenant des notes ou encore de consulter un document de référence sans interrompre la tâche principale. Je dirais donc que je n'y vois pas d'inconvénient particulier, à condition que son usage réponde à un besoin concret. Personne B. Pour ma part, je serais plutôt enclin à considérer cette possibilité comme pertinente dans un cadre professionnel, même si je ne pense pas qu'elle soit indispensable à tout le monde. Il serait excessif de prétendre qu'un poste équipé de 2 moniteurs garantit automatiquement une meilleure productivité. Toutefois, dès lors que l'activité implique de jongler régulièrement entre plusieurs documents ou logiciels,
le confort supplémentaire me semble suffisamment appréciable pour justifier cette organisation. Je ne vois donc pas pourquoi on chercherait à s'en priver systématiquement. Êtes-vous opposé au fait de suivre des études à distance et en ligne? A. Il et elle est en désaccord. B. Il et elle est nuancé. C. Il et elle n'est pas en désaccord. Personne. A. Je serais assez prudent avant de rejeter purement et simplement ce mode d'enseignement. Il est évident que l'absence de présence physique peut, dans certaines situations, compliquer les échanges avec les enseignants et réduire les interactions spontanées entre étudiants. On ne peut pas non plus ignorer les difficultés que peuvent rencontrer ceux qui ont besoin d'un cadre très structuré pour maintenir leur régularité. Cela dit, pour les personnes capables de gérer leur emploi du temps de manière autonome, la souplesse offerte par l'enseignement à distance constitue un avantage considérable. Je ne dirais donc pas que ce modèle est à privilégier dans tous les cas, mais je ne vois pas de raison de l'écarter par principe. Personne. B. L'enseignement en ligne présente incontestablement certains atouts, notamment en matière d'accessibilité et de flexibilité. Toutefois, je reste profondément sceptique quant à l'idée d'en faire une véritable alternative à l'enseignement en présentiel. Une formation ne se résume pas à l'acquisition de connaissances théoriques. Les échanges directs, le travail collectif et l'encadrement quotidien jouent, à mon sens, un rôle qui ne peut être entièrement reproduit derrière un écran. Dans ces conditions, même si je reconnais son utilité dans certaines circonstances, je serais réticent à encourager ce modèle comme solution générale. Personne. B. Il me semble que le débat est souvent présenté de manière trop binaire, comme s'il fallait nécessairement choisir entre deux modèles incompatibles. Personnellement, je n'ai pas d'objection particulière à suivre une formation entièrement à distance lorsque le contenu, l'organisation pédagogique et les modalités d'évaluation s'y prêtent. En revanche, certaines disciplines nécessitant des travaux pratiques ou une interaction soutenue gagneraient probablement à maintenir une présence régulière sur le campus. Je ne suis donc ni favorable à une généralisation systématique du modèle en ligne ni opposé à celui-ci. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre chronique consacrée aux transformations de notre environnement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un phénomène météorologique dont les conséquences peuvent être particulièrement brutales, les précipitations intenses concentrées sur une période très courte. Lorsqu'un volume considérable d'eau s'abat en quelques dizaines de minutes, les capacités d'infiltration du sol peuvent être rapidement dépassées. Une partie importante des précipitations se transforme alors en ruissellement de surface et converge vers les zones situées en contrebas, ce qui peut provoquer une montée extrêmement rapide du niveau des cours d'eau ou une saturation des réseaux d'évacuation urbains. Cette situation est particulièrement préoccupante dans les secteurs fortement artificialisés, où les surfaces imperméabilisées limitent considérablement l'absorption naturelle de l'eau. Il serait néanmoins réducteur d'établir une relation automatique entre l'intensité d'un épisode pluvieux et l'apparition d'une inondation. La nature du sol, son degré de saturation préalable, la topographie locale, l'état des infrastructures hydrauliques ainsi que la capacité des cours d'eau à absorber un apport supplémentaire jouent également un rôle déterminant. Ainsi, deux territoires soumis à une quantité de pluie comparable peuvent connaître des conséquences radicalement différentes. Les épisodes de précipitation très intenses constituent donc un facteur aggravant majeur du risque d'inondation, mais leur impact réel dépend étroitement des caractéristiques physiques et de l'aménagement du territoire concerné.
Bonjour et bienvenue dans notre émission consacrée au développement de l'enfant. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'acquisition des compétences sociales, c'est-à-dire à l'ensemble des aptitudes qui permettent à l'enfant d'interagir avec autrui, de comprendre les émotions, de coopérer, de résoudre des désaccords ou encore d'adapter son comportement aux différentes situations sociales. Pendant longtemps, l'apprentissage de ces compétences a été envisagé principalement à travers les interactions spontanées de l'enfant avec son entourage. Si cette socialisation quotidienne demeure fondamentale, les spécialistes insistent désormais sur la complémentarité de plusieurs méthodes. Les jeux de rôle, par exemple, permettent de reproduire des situations sociales concrètes et d'amener l'enfant à expérimenter différentes manières de réagir. Les activités collectives, quant à elles, favorisent la coopération et confrontent l'enfant à la nécessité de négocier des règles ou de prendre en considération les attentes des autres. Une autre approche consiste à utiliser des supports narratifs ou audiovisuels mettant en scène des situations émotionnelles ou conflictuelles. L'enfant peut alors être invité à identifier les émotions des personnages, à anticiper leurs réactions ou à envisager des solutions alternatives. Cette méthode peut s'avérer particulièrement intéressante lorsque certaines situations sociales sont difficiles à reproduire directement. Toutefois, aucune de ces stratégies ne saurait être considérée comme universellement supérieure aux autres. Leur efficacité dépend notamment de l'âge de l'enfant, de ses capacités cognitives, de son degré de maturité sociale et du contexte dans lequel l'apprentissage est mis en œuvre. Les recherches tendent ainsi à privilégier une approche combinée, dans laquelle l'enseignement explicite vient compléter les expériences sociales quotidiennes plutôt que de chercher à s'y substituer. Vous allez entendre un entretien. Pour chaque entretien, répondez aux 2 questions. Docteur Martin, boire du lait au petit déjeuner est souvent présenté comme une habitude particulièrement bénéfique pour la santé osseuse. Dans quelle mesure cette affirmation repose-t-elle sur des bases scientifiques ? Le lait constitue effectivement une source intéressante de calcium, minéral indispensable à la constitution et au maintien du tissu osseux. Il apporte également plusieurs nutriments susceptibles de participer indirectement au métabolisme osseux, notamment des protéines et, selon les produits concernés, certaines vitamines. Toutefois, il serait excessif d'assimiler la consommation de lait à elle seule à une garantie de bonne santé osseuse. L'utilisation du calcium par l'organisme dépend notamment de la présence de vitamine D, qui intervient dans son absorption intestinale, ainsi que de l'activité physique et de facteurs individuels. Par ailleurs, les besoins nutritionnels ne sont pas identiques selon l'âge ou les caractéristiques physiologiques. Le lait peut donc contribuer à un apport adéquat, mais il ne saurait se substituer à une alimentation diversifiée. Le fait de boire quotidiennement du lait le matin permet-il alors de couvrir l'ensemble des besoins nécessaires aux os ? Pas nécessairement. Le moment de la consommation n'est pas, en soi, le principal déterminant de l'efficacité nutritionnelle. Ce qui importe davantage est l'équilibre global des apports sur l'ensemble de la journée. Une personne qui consomme suffisamment de calcium mais présente une carence en vitamine D, par exemple, peut ne pas tirer pleinement profit de cet apport. De même, l'état du squelette dépend d'une combinaison de facteurs nutritionnels, hormonaux, mécaniques et comportementaux. Il serait donc plus pertinent de considérer le lait comme l'une des composantes possibles d'une stratégie nutritionnelle favorable aux os plutôt que comme un apport miraculeux lié spécifiquement au petit déjeuner. Professeur Bernard, de nombreux amateurs cherchent à accélérer la croissance de leurs plantes d'intérieur. Existe-t-il réellement des méthodes permettant d'obtenir une croissance nettement plus rapide ? Certaines conditions peuvent effectivement favoriser une croissance plus vigoureuse,
mais parler d'accélération au sens strict suppose de prendre en compte les besoins propres à chaque espèce. L'intensité lumineuse constitue évidemment un paramètre majeur, puisque la photosynthèse dépend directement de la quantité de lumière disponible. L'arrosage doit également être ajusté, car un déficit hydrique peut ralentir le développement tandis qu'un excès d'eau risque d'asphyxier les racines. La température, la composition du substrat et la disponibilité des éléments minéraux interviennent également. Dans certains cas, une fertilisation adaptée peut soutenir la croissance, mais augmenter systématiquement les doses ne produit pas nécessairement l'effet recherché et peut même perturber l'équilibre physiologique de la plante. Certains recommandent pourtant d'utiliser davantage d'engrais et de multiplier les arrosages pour obtenir des résultats plus rapidement. Est-ce une stratégie pertinente? Elle peut même s'avérer contre-productive. Une plante ne fonctionne pas comme un système dont on pourrait simplement augmenter les ressources pour obtenir une production proportionnellement supérieure. Si la lumière est insuffisante, par exemple, une augmentation de la fertilisation ne compensera pas nécessairement cette limitation. De même, un arrosage excessif peut compromettre le fonctionnement racinaire au lieu de stimuler le développement. Les meilleures pratiques reposent donc moins sur la maximisation d'un paramètre particulier que sur l'ajustement simultané de plusieurs facteurs aux exigences de l'espèce cultivée. Docteur Rousseau, écouter de la musique à volume élevé est-il susceptible d'affecter la capacité de concentration? L'influence de la musique sur l'attention ne peut pas être réduite à une relation linéaire entre volume sonore et performance cognitive. Un niveau sonore élevé constitue effectivement une stimulation susceptible d'augmenter la charge perceptive, dans certaines circonstances, de détourner une partie des ressources attentionnelles. Toutefois, l'effet observé dépend fortement de la nature de la tâche, des caractéristiques de la musique, de sa familiarité pour l'auditeur et des différences individuelles. Une activité répétitive ou peu exigeante cognitivement peut parfois être réalisée sans diminution notable des performances, voire avec une sensation subjective de meilleure efficacité. En revanche, lorsqu'une tâche exige un traitement verbal complexe ou une attention soutenue, une stimulation sonore importante peut devenir davantage perturbatrice. Peut-on donc conclure que travailler dans le silence est toujours préférable à écouter de la musique? Ce serait une généralisation excessive. Le silence n'est pas nécessairement optimal pour tous les individus ni pour toutes les activités. Certaines personnes utilisent la musique comme un moyen de masquer des bruits environnementaux imprévisibles, ce qui peut paradoxalement favoriser leur concentration. D'autres peuvent y être particulièrement sensibles et voir leur performance diminuer dès lors que la musique comporte des variations importantes ou des paroles. Il faut donc distinguer l'effet physiologique du volume sonore de celui, plus global, de la stimulation auditive. La question pertinente n'est pas simplement de savoir si la musique est présente, mais si ses caractéristiques interfèrent avec les exigences de la tâche accomplie. Monsieur Lefebvre, face à une panne d'appareil électroménager, de plus en plus de consommateurs choisissent d'effectuer eux-mêmes les réparations. Cette pratique vous paraît-elle pertinente? Elle peut présenter un intérêt réel, notamment lorsqu'il s'agit d'interventions relativement simples qui ne nécessitent ni compétences techniques approfondies ni manipulation de composants dangereux. Le remplacement d'une pièce facilement accessible, le nettoyage d'un filtre obstrué ou certaines opérations d'entretien courant peuvent être réalisées par un particulier correctement informé. Les ressources disponibles en ligne facilitent d'ailleurs considérablement l'accès aux procédures de diagnostic et aux notices techniques. Toutefois, cette accessibilité ne doit pas être confondue avec une compétence universelle.
Certains appareils comportent des circuits électriques, des condensateurs ou des mécanismes susceptibles de présenter des risques importants, même lorsque la panne semble anodine. Les tutoriels disponibles sur Internet peuvent-ils donc suffire à permettre à n'importe qui de réparer son appareil? Ils constituent une source d'informations précieuses, mais leur utilité dépend largement de la capacité de l'utilisateur à identifier correctement l'origine de la panne et à évaluer les risques associés à l'intervention. Un tutoriel peut expliquer avec précision comment remplacer un composant sans pour autant garantir que ce composant est effectivement à l'origine du dysfonctionnement. Une erreur de diagnostic peut conduire à des dépenses inutiles, voire à une situation dangereuse. L'autoréparation me paraît donc pertinente lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche raisonnée. Consultation de sources fiables, respect des consignes de sécurité et recours à un professionnel lorsque la complexité ou le niveau de risque dépasse les compétences de l'utilisateur. Vous allez entendre plusieurs documents. Pour chaque document, répondez à la question. La perte de cheveux est parfois attribuée à des déséquilibres hormonaux, ce qui conduit certains patients à envisager des traitements visant à modifier l'activité de certaines hormones impliquées dans le cycle folliculaire. Certains traitements peuvent effectivement ralentir la miniaturisation progressive des follicules chez des personnes présentant une sensibilité hormonale particulière. Toutefois, leur efficacité n'est ni universelle ni indépendante du mécanisme à l'origine de la chute. Une alopécie liée à des facteurs inflammatoires, nutritionnels ou génétiques ne répondra pas nécessairement de la même manière à une intervention hormonale. Par ailleurs, la modification du fonctionnement endocrinien peut entraîner des effets indésirables et nécessite donc une évaluation médicale préalable. Les spécialistes soulignent ainsi que l'intérêt d'un traitement hormonal dépend moins de son caractère théoriquement puissant que de l'adéquation entre son mécanisme d'action et la cause réelle de la perte capillaire. L'influence du bruit ambiant sur la lecture ne peut être résumée à une simple opposition entre environnement silencieux et environnement bruyant. Lorsque le niveau sonore augmente, certaines personnes doivent mobiliser davantage de ressources attentionnelles pour maintenir leur traitement du texte, ce qui peut ralentir la compréhension, notamment lorsque le contenu est complexe. Toutefois, un bruit constant et prévisible n'a pas nécessairement le même effet qu'une succession de sons imprévisibles ou de conversations intelligibles. Ces dernières sollicitent davantage les mécanismes attentionnels, particulièrement lorsque le lecteur comprend involontairement des fragments du discours environnant. Le degré de familiarité avec l'environnement sonore, la difficulté du texte et les capacités individuelles de concentration interviennent également. Ainsi, mesurer uniquement la vitesse de lecture ne suffit pas toujours à évaluer l'impact cognitif du bruit, puisque celui-ci peut parfois préserver la vitesse tout en réduisant la qualité de compréhension. L'amélioration des capacités d'interaction sociale repose sur des mécanismes qui dépassent l'apprentissage de simples règles de politesse ou de communication verbale. Certaines approches consistent à développer l'écoute active, notamment par la reformulation et l'identification des intentions de l'interlocuteur. D'autres privilégient l'exposition progressive à des situations sociales variées afin de réduire l'appréhension et d'accroître la capacité d'adaptation. Les jeux de rôle peuvent également permettre de reproduire des interactions complexes et d'expérimenter différentes stratégies comportementales. Toutefois, aucune technique ne garantit à elle seule une amélioration durable. La qualité des interactions dépend également de facteurs tels que l'empathie, la régulation émotionnelle,
la capacité à interpréter les signaux non verbaux et la flexibilité comportementale. Les interventions les plus efficaces semblent donc être celles qui combinent plusieurs dimensions plutôt que celles qui cherchent à perfectionner une compétence isolée. Le stress est fréquemment présenté comme un facteur susceptible de dégrader les performances scolaires, mais cette relation demeure plus complexe qu'une simple corrélation négative. Une activation modérée peut, dans certaines circonstances, accroître la vigilance et favoriser la mobilisation des ressources cognitives nécessaires à l'accomplissement d'une tâche. À l'inverse, lorsque la pression devient intense ou prolongée, elle peut perturber l'attention, la mémoire de travail et les mécanismes de récupération, notamment lorsque l'élève anticipe fortement l'échec. L'effet observé dépend également de la perception que l'individu a de la situation. Une même exigence académique peut être interprétée comme un défi stimulant par un étudiant et comme une menace insurmontable par un autre. Les chercheurs considèrent donc que la relation entre stress et réussite scolaire ne suit pas une progression linéaire et qu'un niveau intermédiaire de mobilisation peut parfois être plus favorable qu'une absence totale de tension. L'augmentation de la pression fiscale exercée sur les exploitations agricoles peut avoir des conséquences qui dépassent largement la seule diminution du revenu disponible. Dans les structures disposant de marges financières limitées, une fiscalité importante peut réduire la capacité d'investissement et retarder le renouvellement des équipements, pourtant nécessaires pour maintenir la productivité ou répondre aux exigences environnementales. Elle peut également accentuer les écarts entre exploitations selon leur taille, leur spécialisation et leur capacité à absorber les fluctuations des prix agricoles. Toutefois, une taxation élevée ne produit pas nécessairement les mêmes effets dans tous les contextes. Certains dispositifs peuvent être compensés par des mécanismes d'allègement ou par des aides ciblées. Le problème réside donc moins dans le niveau nominal de l'imposition que dans son articulation avec les revenus, les charges et les possibilités d'adaptation propres à chaque exploitation. Le choix d'un carnet de notes peut sembler relever d'une préférence purement matérielle, mais son format peut influencer la manière dont l'élève organise et récupère l'information. Un cahier traditionnel permet généralement de conserver une progression chronologique continue, tandis qu'un classeur offre davantage de souplesse pour déplacer ou regrouper les documents. Les carnets à pages structurés, comportant par exemple des zones distinctes pour les notions, les exemples et les questions, peuvent faciliter certaines formes de synthèse. Toutefois, aucun format ne garantit à lui seul une meilleure mémorisation. La pertinence du support dépend notamment de la nature de la matière étudiée, de la méthode de prise de notes et de la capacité de l'élève à réorganiser ultérieurement les informations. Le support matériel apparaît donc davantage comme un outil facilitateur que comme un déterminant autonome de l'efficacité scolaire. La course pratiquée régulièrement le matin peut modifier certains paramètres cardiovasculaires, mais l'idée selon laquelle elle entraînerait systématiquement une diminution immédiate de la fréquence cardiaque mérite d'être nuancée. Pendant l'effort, le rythme cardiaque augmente naturellement afin de répondre à la demande accrue des muscles en oxygène. À plus long terme, en revanche, un entraînement d'endurance régulier peut favoriser des adaptations cardiovasculaires permettant notamment au cœur de fonctionner plus efficacement au repos. La fréquence cardiaque observée au réveil dépend néanmoins de nombreux facteurs,
parmi lesquels la qualité du sommeil, l'hydratation, la température, l'état émotionnel et la charge d'entraînement récente. Une séance particulièrement intense peut même provoquer temporairement une élévation du rythme cardiaque au repos. L'intérêt cardiovasculaire de la course doit donc être évalué à l'échelle des adaptations chroniques plutôt qu'à partir d'une mesure isolée effectuée immédiatement après une séance. L'apprentissage de la conduite repose traditionnellement sur une combinaison d'enseignement théorique et de pratique supervisée. Les simulateurs permettent aujourd'hui d'ajouter une dimension expérimentale sans exposer immédiatement l'apprenant au risque de la circulation réelle. Ils peuvent notamment reproduire des situations rares ou dangereuses, comme une perte soudaine d'adhérence ou une visibilité fortement réduite. Toutefois, l'expérience virtuelle ne reproduit pas intégralement les contraintes sensorielles et émotionnelles d'une conduite réelle. La formation sur route demeure donc indispensable pour développer l'anticipation, l'évaluation des distances et l'adaptation aux comportements imprévisibles des autres usagers. Les méthodes pédagogiques les plus complètes semblent ainsi reposer sur une progression combinant connaissances théoriques, simulation et exposition graduelle aux situations réelles. Les stylos électroniques sont parfois présentés comme une solution susceptible de rendre la prise de notes plus rapide et plus ergonomique. Leur intérêt ne réside toutefois pas uniquement dans la réduction de l'effort physique associé à l'écriture. Certains dispositifs permettent de convertir l'écriture manuscrite en texte numérique, d'associer des annotations à des fichiers ou encore de faciliter la recherche ultérieure dans les notes. Ces fonctionnalités peuvent améliorer l'accessibilité et l'organisation de l'information, mais elles introduisent également une dépendance à la technologie et peuvent détourner l'attention de l'utilisateur. Par ailleurs, la vitesse d'écriture ne constitue pas nécessairement le meilleur indicateur de l'efficacité de la prise de notes. Sélectionner, hiérarchiser et reformuler l'information peuvent contribuer davantage à son assimilation. Le bénéfice d'un stylo électronique dépend donc moins de ses performances techniques que de la manière dont celles-ci sont intégrées à une stratégie de prise de notes. La catégorie des animaux aquatiques regroupe des organismes dont les modes de vie et les adaptations physiologiques présentent une diversité considérable. Si les poissons constituent l'un des groupes les plus représentatifs, ils ne sauraient être assimilés à l'ensemble de la faune aquatique. Certains mammifères, comme les cétacés, ont développé des adaptations leur permettant de vivre entièrement dans l'eau tout en conservant une respiration pulmonaire. D'autres animaux, tels que certains amphibiens, occupent successivement des milieux aquatiques et terrestres au cours de leur cycle de vie. Les différences ne concernent pas seulement la respiration, la locomotion, la thermorégulation, la reproduction et les stratégies alimentaires varient également selon les groupes. La notion d'animal aquatique doit donc être comprise comme une catégorie écologique fondée sur le milieu de vie, plutôt que comme une classification biologique homogène.